Bonjour et bienvenue pour ce premier webinar pour une nouvelle formation Girlic en partenariat avec la ville de Bruxelles. Donc l'objectif de ce webinar, c'est la session de formation, c'est deviens youtubeuse pour ton entreprise. Donc l'idée, c'est un titre un petit peu racoleur. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre tous les outils pour faire de la vidéo, du streaming et du podcast dans le but de développer la visibilité de son entreprise. Alors, je vais inviter sur scène Madeleine Cantard, parce que c'est un peu la star de la journée et de ce midi, parce que c'est elle qui va nous faire part des infos faut savoir, de tout ce qu'il faut savoir justement avant de commencer en ligne, parce qu'il y a plein d'infos à savoir. Alors, Madeleine, je t'ai envoyé une petite invitation. Tu vas voir, tu vas la recevoir, tu dois juste accepter, tu viendras sur scène. Alors, salut Anne-Pascal, salut Nala, Mokena, Catherine. Ah, mais il y a même Catherine. Ah, mais c'est top. Florence, Farah, Davy. Mais très bien. Alors, salut à toutes. Donc, c'est chouette. Donc, ce que je disais, c'est que ça rentre dans le cadre un petit peu plus global, deviens youtubeuse pour ton entreprise. Donc, on l'a dit, il y aura 24 webinars qui sont en fait regroupés en parcours de formation, 2 fois 12 webinars. En même temps, peut-être qu'il y aura des adaptations par rapport à au deuxième parcours. Et puis, pour 40 personnes, 40 entrepreneurs de la ville de Bruxelles, il y aura un accompagnement plus spécifique. Et on retrouvera aussi Madeleine qui fait la gentillesse de venir. Et là, on va travailler sous forme de masterclass des points beaucoup plus spécifiques à votre business. Parce que si moi, je veux lancer un business dans la cosmétique ou versus le monde du food, donc de la nourriture, trucs comme ça, ou je sais pas moi, les biotech, peut-être qu'il y a des spécificités et il y a des choses auxquelles il faudra faire attention et on verra ça en profondeur pendant les masterclass. Alors, avant de commencer, déjà, bonjour Madeleine, je suis vraiment ravie. Bonjour, est-ce que tout le monde me voit et m'entend? Oui, alors moi je t'entends. Formidable. Alors dans le À chaque chat, fois une victoire. n'hésitez pas. Alors surtout, vous n'hésitez pas, c'est la bonne franquette. Vous mettez des commentaires dans le chat. Il y a un onglet questions. Si vous avez des questions, vous regroupez tout au bon endroit et comme ça, on risque pas de les louper. En même temps, je vais rajouter le lien parce qu'il me reste encore quelques places. Je vais laisser exprès d'ouvrir les candidatures. Donc, si vous êtes sur le territoire de la ville et que vous êtes entrepreneur ou porteuse de projet, n'hésitez pas. Demain, on aura notre première masterclass. Si vous la loupez, c'est pas très grave. Demain, c'est juste pour présenter le programme. Mais après, on rentrera la semaine prochaine encore avec Madeleine dans le vif du sujet. Voilà, je mets le lien. Donc, surtout, vous n'hésitez pas. Merci Madeleine d'être avec nous. C'est super chouette. On s'est déjà vu plaisir. sur une autre formation pour justement que tu aies plus accès vraiment au montage vidéo avec Startup Vie. Donc, c'était vraiment une chouette formation. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, on a un smartphone dans la poche. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour... qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer à publier des vidéos, à faire du streaming du podcast, enfin, développer du contenu sur Internet. Il y a pas mal de choses à avoir. Il y a des droits et des devoirs. Et le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est là pour ça, justement. Alors, bon, je suis un peu méchante. Je dis, ouais, c'est le gendarme, c'est la police de la vidéo. Mais non, c'est pas que ça, n'est-ce pas? Formidable teasing, ouais, tout à fait. Alors, attends, je vais mettre la présentation en grand. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et puis après, on commence? Bien sûr, mais déjà ravie. Merci beaucoup, Julie, pour l'invitation et bonjour à toutes et peut-être à tous, sinon j'ai vu Oui, un on a aussi Samir, des oui. hommes. Voilà, bonjour à tous et à toutes donc. Je vais essayer de gérer en même temps les commentaires, mais je suis toujours admirative des Twitchers et des Twitcheuses notamment qui arrivent à gérer les 2. Moi, je vais quand même surtout me concentrer sur la présentation. Enchantée tout le monde, je suis donc Madeleine Cantard, je travaille au Conseil supérieur de l'audiovisuel, plus spécifiquement à l'unité télévision. C'est un terme à prendre évidemment au sens large, vu que les vlogueurs, donc les créateurs de contenu sur YouTube, mais aussi sur d'autres plateformes, font partie de nos régulés. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors l'intitulé de la session, c'était tout ce qu'il faut savoir avant de réaliser vos vidéos. Je vais vous présenter en tout cas quelques réflexes à avoir, mais je ne suis pas certaine qu'en 1 heure, on arrivera à parler de tout, mais ce sera en tout cas une bonne occasion de faire connaissance. Et bien sûr, vos questions seront les bienvenues. Je compte sur Julie pour faire un petit panaché, un melting pot, un feu d'artifice de vos questions. Je vais présenter et puis nous aurons l'occasion
de parler de tout ça à la fin de la session. Oui, surtout, je te coupe, donc Ouais. n'hésitez pas, il y a un onglet questions. Là, il y en a déjà une de Élise sur les droits d'auteur, enfin sur les fameux GIFs, est-ce qu'on peut les utiliser ou pas. Donc là, on reviendra là-dessus par la suite. On y va au fur et à mesure. S'il y a des questions auxquelles je peux répondre directement, bah, je tape les réponses dans l'onglet questions et sinon, de toute manière, on les lira à la fin. Voilà, je te laisse la parole. Absolument. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être présenter, en effet, on peut passer à la slide suivante, présenter le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Julie, en effet, en a déjà un peu parlé. C'est une autorité administrative indépendante en charge de la régulation du secteur des médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles, entre guillemets, uniquement. Et donc, nous sommes garants du respect de la législation audiovisuelle. Ça passe notamment par des contrôles annuels, mais pas seulement. Donc ça, c'est la partie, en effet, plus de contrôle, la plus gendarme, peut-être la partie la plus connue, mais nous ne sommes pas que ça. Et la slide suivante peut nous l'indiquer. En fait, on est aussi un centre d'expertise sur les médias. Et nous avons à cœur de mettre en avant, mettre en exergue les médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et les vlogueurs, au sens large, en font éminemment partie. C'est pour ça, notamment, qu'on a organisé déjà il y a quelques années une rencontre entre les youtubeurs et nous, et le secteur, et la politique, et la presse. Ça a eu énormément de retentissement, justement pour faire connaître cet aspect du paysage audiovisuel. Et on s'est intéressé ce jour-là à la communication commerciale des vlogueurs, mais aussi au statut des vlogueurs. Est-ce que ce sont des indépendants complémentaires? Vers qui peuvent-ils se tourner pour avoir un statut, entre guillemets? Et donc, on a organisé cette session qui sera complétée par une autre session bientôt, puisqu'on veut absolument le faire en présentiel. On espère que ça aura lieu en septembre 2022, et ça aura notamment, enfin surtout, il y aura un accent particulier sur les droits d'auteur, justement. Donc, je suppose qu'il y aura beaucoup de questions sur les droits d'auteur. Je tiens tout de suite à préciser qu'il y a des sociétés de gestion de droits collectifs qui s'occupent spécifiquement de ça. Donc, chacun a ses compétences. Nous, on sait que c'est vraiment une question extrêmement importante, une problématique extrêmement importante pour les vlogueurs, mais nous allons faire appel à des professionnels dont c'est le métier. Ça n'est pas spécifiquement le nôtre. Alors, juste ouais. avant, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, elle est chouette cette photo parce que là, on voit Matt se fait des films. Il faut savoir qu'en Belgique, on a on a des top youtubeurs et du coup, c'est vraiment intéressant de voir. Matt se fait des films, c'est quand même un créatif. Il fait quand même comme des courts-métrages, et je crois qu'il a plus d'1,5 million abonnés sur YouTube. C'est carrément une entreprise, c'est complètement hallucinant. Je voulais dire aussi que, en travaillant, tu sais, sur cette formation, je me suis aperçue qu'il y avait un espèce de flou artistique quand tu voulais vraiment devenir, tu commençais à avoir vraiment de la visibilité et tu commences à avoir ça devient une entreprise. Oui. Et ben, il se trouve que sur Bruxelles capitale, il y a un problème, c'est qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui partent en France, notamment parce que ils ne peuvent pas être indépendants. Donc, si on n'a pas fait notre gestion, si on n'a pas un niveau d'études suffisamment important, et ben le problème, c'est que quand on est youtubeur et qu'on commence à générer des revenus, et ben faut être en société. Et pour ça, faut avoir sa gestion. Et du coup, les jeunes ont tendance, et moi jeune d'ailleurs, ils ont tendance à partir en France parce que là, on peut devenir auto-entrepreneur, peu importe le niveau d'études. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse. Après, il y a des solutions intermédiaires aussi, puisque ça se fait étape par étape. Et nous, on avait été très intéressés de rencontrer Smart, notamment, qui permet d'être dans un statut différent, de lancer son activité complémentaire sans être indépendant complémentaire, mais de tester comment la sauce prend, etc. Et puis après, d'évoluer vers un statut, en effet, de total indépendant ou d'indépendant complémentaire. Mais en tout cas, ce qu'on a remarqué qui était extrêmement intéressant lors du MeToo, c'est que ces structures qui, à la base, n'ont pas été habituées à ce genre de profil, eh bien, commencent forcément, il était peut-être temps, on va dire, mais à réfléchir à ces questions spécifiques par rapport au statut, notamment des youtubeurs. Et donc, c'est ça qu'on voulait aussi faire passer comme idée c'est un métier, ça génère de l'argent, ça génère du business. Ce sont des individualités extrêmement intéressantes parce qu'un youtubeur, c'est quoi? C'est une entreprise à elle toute seule.
On fait tout en même temps, on est créateur de contenu, on doit gérer sa boîte, on doit, faire sa com, donc il y a énormément de postes différents et donc on se rend compte que des structures comme Smart réfléchissent à adapter leur modèle à la réalité des youtubeurs et c'est la même chose pour, je sais pas moi, des fiscalistes, des comptables et cetera qui, jusqu'à un certain moment assez récent, ne considéraient pas les youtubeurs comme des vrais professionnels. Eh bien si! Ce sont des professionnels qui font partie du paysage audiovisuel belge et il est temps que ces mondes se parlent pour trouver des solutions mutuellement satisfaisantes quelque part. Bah, Et je donc, suis tellement il y a encore d'accord du boulot. parce que souvent on a parfois et d'ailleurs c'est Matt se fait des films qui me le disait. Il Mmh. me disait le problème c'est que parfois on se retrouve par exemple alors bon pour pas les nommer hein, mais c'est un peu ça donc face à des RTBF qui sont vraiment des mammouths dans le paysage et il dit parfois nous on fait plus de vues. On a Alors bien une sûr, on audience va y qui est venir, tout à fait. malade et en fait on est quand même pris pour un peu pour des rigolos comme si on fait des petites vidéos dans notre chambre. Voilà. Oui, c'est en train de changer, hein, et c'est quand même très intéressant. Bah, justement, Enzo et Luffy que vous voyez au premier rang là, ben voilà, ils présentent l'Internet Show sur Tipeee, je pense. Mhm. Mais c'est très intéressant à remarquer. La RTBF va vers eux, leur propose le truc et ils acceptent. Donc c'est aussi que la télévision de papa et de maman n'est pas totalement morte quand même. Et il y a des ponts à créer entre les deux. Et je pense que vraiment le fait que des youtubeurs vivent de ça, soient visibles et que des institutions comme nous comme Silent Jill, exactement, Chloé. Ouais, tout à fait. Très, très, très bon exemple aussi. Je pense que ça contribue à une prise de conscience et à une reconnaissance. C'est vraiment ça qu'on voulait marteler aussi lors de ce premier MeToo et on va continuer parce que c'est notre job, Ah bah très bien. Alors j'imagine que je entre passe à autres. la slide Oui, merci suivante. Julie. Absolument. Ben donc le CSA, pourquoi finalement? Pourquoi on existe? Eh bien, ben voilà, on essaye à notre échelle de contribuer à un paysage audiovisuel qui soit pluriel, qui soit diversifié et qui soit inclusif. On sait que c'est un enjeu absolument majeur, surtout dans une période de forte concentration économique des boîtes médias. L'inclusion, on va en parler, mais c'est extrêmement important, notamment via l'accessibilité des programmes. On va en parler comme un des réflexes que vous pouvez avoir en tant que créateur de contenu. Et c'est aussi une manière de soutenir extrêmement fortement les secteurs des industries culturelles, que ce soit la production audiovisuelle, mais aussi les techniciens audiovisuels. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment un chapitre spécifique, mais il faut savoir qu'il y a des obligations pour certains éditeurs de médias audiovisuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles de contribuer, de donner quelque part de l'argent pour que des films soient produits, des longs métrages, des courts métrages, des documentaires. Donc tout ça crée quand même une émulation au niveau du secteur et nous, on est là pour faire en sorte que ces principes soient respectés. On peut Alors, il y a passer. une petite question Ouais, je vois. en fait, de Anna, Ouais, parce que je dis comme ça met les bien choses à sûr. plat. Anna qui dit pourquoi est-ce que vous préférez vous lancer sur YouTube et pas sur TikTok? Alors, dans le titre, hein, soyons clairs, Ouais, c'est juste que c'est plus racoleur de devenir YouTubeuse de son entreprise. oui. Tout le monde comprend. Mais en fait, ici, vous allez voir dans tous les webinars, et puis pour les personnes qui sont accompagnées, on Mhm. va parler, le but c'est comment est-ce qu'on va utiliser toutes ces plateformes de création de contenu pour développer sa visibilité. Donc, on va voir Instagram, on va voir Twitch, on va voir TikTok, etc. Donc, c'est juste devenir YouTubeuse pour son entreprise. C'est juste le titre qui est un peu racoleur, mais c'est pas du tout limité à ça parce que j'imagine que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, bah, j'imagine Mhm. que vous êtes attentif aussi à toutes les autres plateformes. Absolument, c'est une excellente question qui permet en effet de préciser ça. Là, ce dont on va parler, ce sont des principes quelque part un peu généraux et c'est vrai que nous, on a commencé à s'intéresser d'abord, à YouTube, mais qu'on s'intéresse maintenant aux autres plateformes et donc c'est comme s'il y avait une sorte de tronc commun, de principes et de choses valables pour chaque plateforme, mais on est bien conscient que chaque plateforme a ses modalités spécifiques, ses codes spécifiques, son usage spécifique et on suit ça de près, bien évidemment. Maintenant, il faut que ce soit dans le cadre de de nos limites quelque part. Donc, il faut que ce soit des services de médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, on fait une sorte d'analyse au cas par cas, mais bien sûr, on s'intéresse à l'ensemble des plateformes. Je passe à la slide Ouais, suivante. avec plaisir. Merci, Julie. Donc voilà, que faisons-nous au CSA? On peut
donner 4 axes, en fait. On contrôle, on en a déjà parlé, non seulement les éditeurs de services médias audiovisuels, mais aussi les distributeurs, Orange, Proximus, etc. On accompagne le secteur, mais aussi le pouvoir politique par des recommandations, des avis, des collaborations. On autorise en radio, vous avez sûrement déjà entendu parler des plans FM. Je ne vais pas rentrer dans le détail radio parce que je pense que ça nous préoccupe un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est un axe extrêmement important du CSA. Et puis, on informe les publics par nos recherches, par nos publications, par nos réponses aussi aux plaintes et aux questions. On est vraiment un organe ouvert au public, notamment par le secrétariat d'instruction qui reçoit différentes plaintes et qui permettent souvent de faire avancer les choses au niveau médiatique. On peut passer à la slide suivante. Merci Julie. Donc, par exemple, quand on entend aussi, par exemple, tiens, le CSA qui peut condamner je sais pas, des choses qu'ils ont entendues, que vous avez entendues, par exemple, comment dire, un journaliste qui dérape, un animateur qui dérape, qui dit une grosse boulette, bah, du coup, c'est vous aussi, c'est le côté un peu aussi gendarme, c'est ça? Oui, un peu gendarme. Après, ça dépendra si la plainte est recevable et si c'est dans nos compétences, mais on en parlera notamment plus tard avec les stéréotypes. Mais on a eu en effet une plainte notamment via Alain Simons sur la RTBF qui avait sur les antennes de Vivacité Charleroi conseillé aux auditeurs de prendre leurs précautions vu qu'il y avait des gitans dans la région. Et donc là, il y a eu des plaintes qui ont été introduites au CSA et nous avons eu on avait le cadre légal suffisant pour intervenir et pour sanctionner l'éditeur, à savoir la RTBF, vu qu'il y avait une incitation il y avait une discrimination et une incitation à changer son mode de vie, étant donné que c'était des gitans, et donc c'était totalement inacceptable pour le collège d'autorisation et de contrôle. Et on a en effet demandé du coup à la RTBF de accompagner leurs émissions radiophoniques, mais aussi leur site internet d'une mention pour indiquer que ces propos étaient inacceptables. Donc en effet, on construit une société ensemble et nous, CSA, dans notre cadre légal, nous faisons en sorte que les plaintes que nous recevons et qui sont traitables par le CSA puissent faire avancer, même petitement, la démocratie dans notre société. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Alors le CSA, c'est qui? C'est une petite trentaine de personnes. Donc, c'est composé de services radio, services télévision, services opérateurs. Il y a le secrétariat d'instruction, je vous en ai parlé, donc c'est les plaintes. Et puis, il y a ce qu'on appelle en France les SAGE, le collège d'autorisation et de contrôle qui prend les décisions. Mais il y a aussi le collège d'avis qui est formé par les différents experts. Et donc, lorsqu'il y a des grandes problématiques, soit des modifications de texte, soit des réflexions plus de fond, le secteur est invité. Des représentants du secteur sont invités. On a la section études et recherche, on a un centre de documentation. Ça, c'est extrêmement intéressant pour vous éventuellement. On a vraiment énormément de bouquins donc physiques qu'on peut consulter physiquement, même si pour l'instant c'est un peu compliqué avec la pandémie, mais un jour ça ira mieux. Sachez-le, on est situé rue Royale 89, on est très accessible avec les transports en commun. N'hésitez pas à venir vers nous, même physiquement. On a un site internet, un webzine qui s'appelle régulation.be, qui est bourré de thématiques ultra intéressantes, notamment celles des youtubeurs et des créateurs de contenu via des plateformes. Et puis, comme on l'a dit, chaque citoyen qui peut nous interpeller ou poser des questions. Ouais. Parfait. Merci, Julie. Je ne savais pas qu'il y avait un centre de documentation. Oui. Ça, c'est vraiment... moi, je passerais bien ma vie à lire les bouquins au centre de doc, mais... Malheureusement, j'ai pas trop le temps, mais il y a vraiment des trucs passionnants et très contemporains, donc et notamment certains mémoires qui ont reçu le prix des mémoires, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi, je peux vous donner les infos nécessaires. Alors, le CSA, parfois, on a l'impression que on décide de choses dans notre coin parce que ça nous plaît. En fait, pas du tout. Hein. On a un cadre légal très strict et chaque décision qu'on prend et chaque position que nous prenons est motivée par des textes légaux. Il y a la directive européenne qui est en fait transposée dans un droit national, même si en Belgique c'est plus compliqué, puisqu'on a la Flandre, la communauté germanophone et nous, mais on va rester sur nous pour simplifier. Et donc on a ce fameux décret. C'est le décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. Il a été modifié en 2021, il n'y a pas si longtemps. Et un autre cadre légal, et ça c'est vraiment passionnant, c'est le contrat de gestion de la RTBF. Vous le voyez, il arrive à échéance là maintenant cette année, donc on est en pleine réflexion là maintenant au sein du CSA pour
donner notre avis, on va être entendu au Parlement, notre président va être entendu au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour donner des indications sur qu'est-ce qu'on veut quelque part, qu'est-ce qu'on veut, oui, qu'est-ce qui est important pour le prochain contrat de gestion de la RTBF qui, comme le dit, est un contrat entre la RTBF et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui fixe beaucoup de missions de la RTBF. Donc, suivez l'actualité, ça va être passionnant. Mais c'est quoi comme genre de mission? Enfin, tu vois, c'est oui, par alors, rapport c'est notamment des obligations en termes de production propre, de contribution à la production, de quotas d'œuvres européennes indépendantes, de mettre en avant les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'accessibilité des programmes, de co-entreprise avec des sociétés de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, forcément, la Fédération, enfin, la RTBF fait partie des services de médias audiovisuels publics et donc ils reçoivent une dotation, donc de l'argent pour remplir ces missions, mais ils doivent respecter une sorte de contrat qui est ce contrat. D'accord. Alors bon, c'est juste un petit peu pareil. Bon, je titille un peu, mais donc tu sais, j'ai lu dans la presse ce matin, apparemment, les Magritte qui a été passé de la 2 à la 3, ça a fait un flop et on pense que c'est peut-être parce que voilà, il n'y avait pas les bons animateurs et il y avait pas, c'était pas sur la bonne chaîne. Ça pourrait être dedans, quoi. Alors, c'est super intéressant comme question. Nous, en fait, en tant que CSA, on ne peut pas dire à la RTBF ce qu'elle doit faire. Il y a évidemment une liberté éditoriale et on reviendra sur ce sujet très important pour vous aussi, créateurs de contenu, mais on peut en tout cas dire que voilà, à partir du moment où il doit faire la promotion du développement culturel, il faut qu'il fasse en sorte que les programmes qui vont dans ce sens soient vus et soient suffisamment promus, qu'il y ait une com suffisante pour qu'on ait envie de la regarder, enfin voilà, et que tout ne passe pas par exemple sur Ovio en Schmett en disant bah si on a fait des trucs, regardez, c'est sur la plateforme. Oui, d'accord, mais enfin un prime time sur la une, c'est pas la même chose qu'une petite case sur une plateforme. C'est tout ça, c'est trouver le bon équilibre entre inviter la RTBF à aller au bout de ses missions, tout en respectant, et ça c'est fondamental pour nous et pour tout créateur de contenu et pour tout éditeur, la liberté éditoriale. Les pros, c'est eux. Et ils ont le choix dans ce qu'ils font. Mais en tout cas, ils doivent nous donner les garanties qu'ils font le maximum pour promouvoir et pour valoriser ce qu'ils font. Après, oui, j'imagine que ça va être intéressant pour les personnes qui nous écoutent au niveau donc les personnes qui, comment dire, toutes les marques qui pourraient sponsoriser ou faire des partenariats. Et ben voilà, c'est pas parce qu'on va percevoir de l'argent pour faire la promotion d'une marque, on peut aussi garder notre ligne éditoriale, quoi. Je pense. Oui, tout à fait. Mais ça, on va en parler dans la suite. En fait, ce qui est très important à dire à ce niveau-là, c'est que en fait, lorsque vous créez du contenu et que vous avez un partenariat avec une marque, partenariat, c'est vraiment à considérer au sens large, hein, que ce soit une contribution vraiment en argent ou bien alors une contrepartie positive. Je sais pas, vous recevez toute une gamme de produits, vous êtes invité à un voyage formidable, etc. Nous, on considère que c'est de la contrepartie et donc ça fait partie de la communication commerciale. Ce qui est important à savoir pour vous, c'est que les contrats, ça se négocie, quoi. Et donc, s'ils viennent vers vous, c'est qu'ils ont besoin de vous quelque part. Et donc, ne vous dites jamais, je suis en position de faiblesse minoritaire parce que c'est une grosse marque qui vient vers moi, donc je vais me plier à leur contrat. Non, c'est vous le créateur, la créatrice de contenu, et donc c'est vous qui devez continuer à alimenter ce qui fait votre unicité par rapport à votre communauté, par rapport à la couleur de votre chaîne, par rapport à vos valeurs. C'est extrêmement important. Donc, ne signez jamais un contrat qui pourrait vous amener vers un produit qui, certes, va vous rapporter quelque chose, mais qui va finalement vous mettre en désaccord avec vous-même et avec votre communauté. Et c'est quelque chose qui doit, en fait, c'est une question que vous devez, je pense, chaque fois vous poser quand vous avez un partenariat, quoi. De toute façon, il y a un webinaire qui sera consacré à ça, sur la promotion de sa chaîne et les partenariats. Et je me demande si je ne vais pas inviter aussi quelqu'un qui connaît bien, qui est le, comment s'appelle, qui est le manager de POG, qui est pareil qu'un Belge, ou un Français, je ne sais plus, enfin bref, qui a des millions et des millions de vues, c'est dans le monde de l'automobile. Et il explique très, très bien comment est-ce qu'on peut faire justement pour négocier. Et donc, ça peut être intéressant sur la gestion de revenus, enfin sur le fait de générer des revenus.
Tout à fait. Sinon, il y a une youtubeuse qui est très intéressante parce qu'elle est avocate et elle s'appelle Alexiane Wins. Ah oui, tout à Ouais, fait. et donc on la voyait aussi lors de notre Meet You. Et donc elle a plein de chouettes vidéos sur sa chaîne. Allez voir. Je peux taper moi-même. Ah, super. Oui, tu peux Waouh, taper. waouh, Alors en plus, waouh. vraiment, Wouhou. c'est un très très bon cas d'école parce que en fait, c'est une avocate qui a commencé en 2017, qui avait commencé à faire des vidéos. Alors on est dans le milieu du droit, hein, donc il y a rien de, c'est pas du tout glamour, on est bien d'accord. Et elle s'est dit comment est-ce que je peux être visible et comment est-ce que je peux sortir du lot par rapport à d'autres avocats qui se lancent. Elle a créé face caméra avec son ordinateur, sa petite Ouais, webcam. Elle a créé plein de vidéos sur alors, c'est quoi un contrat, c'est quoi la différence avec une tout à SBF, fait. c'est quoi enfin tout un tas de choses. C'est vraiment des petites capsules. Mhm. Et en fait, ça lui a permis de développer son cabinet et justement de créer la visibilité. Ça, c'est particulièrement un excellent cas. Effectivement, je vais l'inviter parce que justement, elle a utilisé finalement Ouais. cette création de contenu pour développer sa visibilité. C'est un très très bon exemple. Et elle est Voilà. belge, Oui, Florence, ouais, tout absolument, à tout fait. à fait. Ouais, et tout Elle à est fait. belge, Fédération Wallonie-Bruxelles. Ouais, Donc, vous pouvez taper Alexiane. C'est comment t'as écrit? Non, c'est c'est pas Wins, Wins. W-Y-N-S. Ouais, il n'y a pas de Y à la fin. Non, il n'y a pas de Y à la fin. Et en fait, vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir sa chaîne. Alors, il n'y a pas non plus 50 millions de vues sur les vidéos, mais en tout cas, quand Google, n'oubliez pas, YouTube, c'est un moteur de recherche. Et même les autres, hein, Mhm. on tape des mots-clés et on va retrouver finalement ces vidéos. Et ça, c'est intéressant. Oui, Voilà. absolument. Alors, je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement parce que sinon, on va pas avoir le Ouais, temps vas-y. d'aller vraiment au cœur du sujet. Voilà, c'était pour faire un petit peu le topo de tous nos éditeurs classiques, mais ça, on peut Hop passer, là. Julie. Oui, ça, c'est les médias de proximité. Voilà. Hop, ça, oui. Ouais, alors, voilà, on peut passer à la slide d'après. Ben, le média, c'est vous, notamment. Et donc là, on rentre plus dans ce qui vous intéresse plus spécifiquement. La prochaine slide, en fait, ce sont deux... voilà, je pense que Ça, c'est intéressant. ce sont Ça, des c'est graphes qui super parlent par intéressant. eux-mêmes. Bon, les dernières données datent de 2020, mais Attends, c'est... juste avant que tu commences, n'oubliez pas, vous allez recevoir tous les slides, donc vous inquiétez pas, faites Ouais. pas de screenshot. À la fin du webinar, vous allez recevoir un mail de Livestorm avec le replay et les slides sont intégrés dedans. De toute façon, j'imagine que je peux les partager si jamais vous voulez les voir en grand ou je sais pas quoi, si tu me donnes l'autorisation. Mais en tout Oui, cas, oui, oui, ils seront parfait. dedans. Voilà. Donc, en fait, ce sont des courbes qui sont absolument ascendantes et phénoménales, hein, que ce soit en termes de millions d'abonnés ou en milliards de vues. Voilà, ce sont des graphes absolument dingues et c'est une tendance qui s'est installée, on peut le voir plutôt en 2017, mais qui continue, qui est pérenne. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, notamment dans le profil de certains youtubeurs, hein, des Luffy, des Silent Jill, etc. Mais ce sont des gens qui ont commencé par une sorte de passion, de bidouillage aussi un petit peu, et qui progressivement se sont vraiment professionnalisés, sans perdre l'ADN de leur chaîne, sans perdre l'envie de créer du contenu. Et voilà, ce sont devenus de vrais business qu'on applaudit des deux mains, quoi. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on voit qu'en 2015, il y avait 6 millions d'abonnés, en Ouais. 2020, 32 millions, Ouais, d'accord? ouais, Et qu'avant, on n'avait pas forcément le réflexe sur YouTube, tu vois, de s'abonner et de recevoir les c'est vrai, notifications d'une chaîne. Et tout à maintenant, fait. finalement, c'est du contenu à la carte. Si j'ouvre mon YouTube, bah, je suis abonnée à tout un tas voilà, de personnes, de médias, et c'est comme si je faisais mon petit programme moi-même dans mon coin. Absolument. Donc, ces chiffres-là, c'est sur le top 30 Fédération Wallonie-Bruxelles, hein. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est basé pour les chiffres. Et puis, ce qui vient renforcer aussi ces chiffres complètement dingues, c'est le côté multiplateforme. Un YouTuber est rarement YouTuber tout seul. Il a souvent un compte TikTok, éventuellement une chaîne Twitch. Et donc, il y a une sorte de renforcement aussi de la marque par les plateformes qui se renvoient quelque part les unes aux autres. Instagram, évidemment. Mais donc, c'est extrêmement intéressant à remarquer et c'est extrêmement exigeant aussi pour les créateurs de contenu qui, quelque part, doivent être présents sur toutes ces plateformes avec des codes spécifiques par plateforme, que ce soit au Et niveau justement, visuel, au niveau timing, au niveau durée. Enfin, c'est quand même super intéressant de voir qu'un programme sur Twitch, c'est quoi? C'est 90 minutes
facile, quoi. Et Ouais. qu'un des plus gros succès sur Twitch, c'est, bon, il n'est pas belge, mais c'est Samuel Etienne qui fait une revue de presse avec des bouquins, enfin des journaux papier et qui passe son temps à faire des revues de presse. C'est fabuleux. Et donc, il y a comme ça des codes totalement impossibles à prévoir, mais fulgurants, qui fonctionnent. Et donc, voilà, on est constamment surpris par des modèles comme ça qui évoluent. Bah, c'est chouette, en tout cas, bah, ça innove. Il y a Maëlys qui posait une question Oui. justement. Pensez-vous qu'il faut se lancer directement sur toutes les plateformes en même temps ou est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur 1 ou 2 plateformes pour commencer puis Oui. étendre? Alors comme tu l'as dit effectivement, bah, on les voit, hein, tous ces youtubeurs, ils sont pas uniquement forcément sur YouTube. Après moi, j'aurais tendance à dire au début, si on est partout, on a tendance à être nulle part parce qu'il faut bien être sur une plateforme, la choisir en fonction de la cible. Donc, si on a une cible plutôt jeune, bah, on sera peut-être plutôt sur TikTok. On peut être aussi sur YouTube. Mais donc, c'est vraiment, ça va dépendre. Et ça, on va faire un webinaire spécifique par rapport au développement de communauté, tout ce qui est référencement, etc. Et donc, ça, moi, j'aurais tendance à dire, il faut d'abord, être sur une plateforme, d'accord, et utiliser les autres réseaux sociaux pour attirer les gens vers notre plateforme principale. Ça sert à ça, hein. On va créer une stratégie en marketing digital et on va essayer d'avoir aussi du contenu différencié. Mais ce contenu différencié, l'objectif, c'est d'attirer les gens vers notre chaîne principale et pas avoir multiplié les canaux comme ça, sans une réflexion derrière. Voilà. Oui, nous, on le remarque aussi dans nos régulés. C'est vraiment une réflexion qui doit se faire étape par étape et consolider via un média en particulier. Et comme tu le dis, Julie, créer cette communauté, se sentir à l'aise, gérer aussi d'autres aspects qui sont pas évidents, on va en parler, mais la modération, les côtés un peu plus négatifs, voilà, vraiment s'asseoir dans quelque chose qui vous ressemble, qui vous plaît, dont vous êtes fiers, et puis après grandir. Mais c'est comme, je pense, enfin Julie pourra nettement mieux en parler que moi, mais c'est comme dans tout projet d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, on commence par quelque chose et même si on est ambitieux, eh bien on consolide avant de passer à l'étape supérieure, quoi. Ouais, il faut vraiment avoir une approche qu'on appelle lean et donc c'est vraiment d'y aller petit à petit, parce que si on veut comme je vous le dis, hein, si on est partout, on est nulle part donc du coup, voilà, on y va, cool. On va continuer. Oui. Alors. Mais oui, donc juste pour resituer un petit peu, hein, un succès en prime time en télévision traditionnelle, c'est 700 000 téléspectateurs. Donc voilà, nous, ça nous fait un peu rire. Et donc les vlogueurs, que ce soit des youtubeurs, des tiktokers, Instagram vidéo, ils font partie du paysage audiovisuel. Et on est dans un cadre, comme on l'a dit, d'une consommation médiatique et de création de contenu qui sont multiplateformes. Et ça, on en a déjà beaucoup parlé. On peut passer à la slide suivante. Je sais jamais si on dit un slide ou une slide, mais on va le mettre au féminin, je préfère. Donc, Ouais, allons-y, mais les je pense bons que tu peux le faire réflexes. aussi. En principe, tout le monde peut le faire. Je sais pas si tu peux le faire, non? Est-ce que tu peux, je sais pas si toi tu y as accès, mais bon, je le fais avec grand plaisir, il y a Ah, pas de pour problème. changer les slides? Ouais, je crois, Ah non? ouais? Non, Il je me suis semble. désolée, mais c'est toi qui vas continuer Ah à. mince, Je ne suis pas alors c'est moi. Il y a pas administratrice de de souci. slides. Donc, le premier bon réflexe à avoir, c'est justement dans le cadre des partenariats en communication commerciale, c'est de protéger les consommateurs. Comment est-ce qu'on protège les consommateurs? En étant transparent, en disant lorsqu'il y a en effet une communication commerciale au sens large, que ce soit du placement de produits, du sponsoring, donc du parrainage, ou de la pub classique. Contrepartie égale publicité égale identification. L'identification, c'est de dire, voilà, cette vidéo est sponsorisée par machin. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par telle marque. Je l'ai fait en collaboration avec. Ça ne vous empêche pas de le faire et on sait très bien que ça fait partie très fortement du modèle économique, mais c'est dans l'intérêt de chacune des parties, à savoir vous et à savoir les consommateurs et même la marque, que vous soyez transparent. C'est fini l'époque où on essaye de faire passer ça tranquillou en chemette. Votre communauté est tout à fait au courant que ça se fait et c'est une question de respect et de confiance et du respect de la loi aussi, de notre point de vue évidemment, de le dire simplement. Et nous, au CSA, en tout cas pour l'instant, on ne vous force absolument pas
dans une voie pour, au niveau de la forme que ça prend, vous avez totale liberté parce qu'on se rend compte que chacun a ses codes et donc vous allez peut-être préférer le dire à l'oral, vous allez peut-être préférer faire passer un bandeau ou le mettre dans la box de commentaires ou mettre un hashtag. À vous de voir ce que vous préférez par rapport à vos codes entre guillemets graphiques et à la manière dont vous voulez l'intégrer. Mais en tout cas, sur le principe de transparence, c'est une évidence et il faut que ça rentre absolument dans les mœurs de chaque créateur de contenu, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Et d'ailleurs, il y a une responsabilité double. Il y a, je regarderai la question de Chloé après, il y a une responsabilité double. Il y a le créateur, la créatrice de contenu qui doit lui-même indiquer qu'il s'agit d'une communication commerciale, de pub, mais il y a aussi la plateforme qui doit mettre en place certaines fonctionnalités, comme sur YouTube, avec des indications qui sont prévues par la plateforme. Utilisez tout ce qui est à votre disposition pour que ce soit juste clair. Je vois, Chloé, il existe un compte Instagram qui vérifie ses mentions chez les plus gros comptes Instabeauté. C'est hyper intéressant. Ah, bah, j'ignorais. OK. Moi aussi, je ne savais pas. Enfin, j'essaierai de retrouver ce que c'est. C'est vraiment intéressant. Et donc, Chloé, tu peux peut-être en dire plus. Enfin, je vous tutoie, j'espère que ça ne Oui, pose tu pas peux de le mettre. problème. Et puis, Chloé, vas-y, tu peux le mettre dans le chat. Hein, tu vois, Ouais, si c'est tu super intéressant. Mais n'hésitez pas. Hein. Et donc, je suppose que c'est un quidam, quoi, ou une quidam qui s'est lancée. Mais ça prouve bien que, voilà, on a envie, en tant que consommateur de ce genre de médias, bah, de savoir, voilà, sur quel pied danser, simplement. Mais tu Et sais, ça... c'est intéressant parce que dans le monde des crypto-monnaies, par exemple, il y a des instances qui commencent qui font la chasse aux influenceurs Ouais. parce que voilà, Ah donc oui, ce sont des actifs extrêmement volatiles et en absolument. fait, on s'était aperçu que Nabila, par exemple, avait Tout à fait, fait. je sais plus, il y a pas longtemps, une publicité, enfin une promotion pour la plateforme eToro, qui est une plateforme tout à fait légale, hein, mais qui disait en gros, oui, allez-y, c'est sûr, enfin, tu vois, en gros, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que il faut être extrêmement averti Oui. pour investir dans ce monde-là. Et son public, ils estimaient que elle pouvait mettre en danger finalement son public et du coup, elle a été condamnée à verser 20 000 € d'amende. Donc, il faut faire attention quand même hein, par Exactement. rapport à ce qu'on raconte. Hein. Oui, c'est ça, super transition. On dirait qu'on a répété le truc à 2, c'est parfait, Julie. Ah bon, Donc bah, très bien. on peut quand même revenir Ah oui, dans pardon. la précédente slide. En fait, c'est non seulement le fait d'identifier lorsqu'il y a de la pub, mais il faut faire attention à ce qu'on appelle des objets publicitaires, à savoir le gambling, donc tout ce qui est jeu de hasard en ligne avec des mises d'argent. Il faut faire extrêmement attention à ça. On a eu des plaintes au niveau du CSA et donc on a agi avec la commission des jeux de hasard. Il faut faire attention à l'alcool, évidemment, au tabac, aux armes, enfin tout ce qui est évidemment particulièrement touchy. Il y a une réglementation, soit nous sommes compétents, soit c'est le fédéral, enfin c'est relativement complexe, mais soyez vigilants et renseignez-vous avant de faire une grosse bêtise, surtout si votre public est un public familial, avec des jeunes, des mineurs, etc. Vous avez une responsabilité. Et quand on parle du terme influenceur, eh bien, ça ouvre plein de portes, on en a déjà parlé, mais ça contient aussi des responsabilités. Et donc, vous devez, en bonne âme et conscience, vous poser la question avant ces partenariats, non seulement sur est-ce que vous les acceptez ou non, et quelle forme ça va prendre, et comment vous allez être clair, transparent et quelque part honnête sur vos partenariats. Il y en a qui nous disent que les médicaments aussi, il faut faire Oui, attention. absolument, les médicaments aussi. Alors, il faut faire la différence entre les médicaments avec une ordonnance et sans ordonnance, mais c'est extrêmement intéressant en effet, Adna, et notamment sur la chirurgie esthétique, le rôle des influenceuses surtout, quoique les hommes sont évidemment concernés par ça aussi. Sur la chirurgie esthétique, c'est quelque chose qui peut être totalement dramatique, surtout lorsqu'il y a une banalisation de cet acte qui reste un acte médical. Lorsqu'il y a aussi de la publicité pour un tourisme médical, ce sont des sujets extrêmement graves, des sujets de société et donc, ouais,
faisons. Après, la chirurgie, tu sais qu'il y a eu un boom avec Zoom, quand on était tellement sur Zoom avec le confinement qu'on peut plus voir nos tronches et qu'il y a eu une explosion des actes de chirurgie esthétique chez les femmes, mais les hommes aussi. J'ai écouté ça l'autre jour, la semaine passée. Les hommes aussi, il y a une explosion. Tu vois, on peut plus voir nos tronches en peinture, c'est Mais ça, l'horreur. on est bien d'accord, hein. Oui, 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 non, mais en vrai, on se trouve tellement beau, quoi. D'accord, Catherine dit médicaments, on veille. Ah bah, Oui. Catherine, c'est notre pharmacienne. Donc Ah c'est pour ben ça. oui, super. Au C'est taquet. intéressant d'en savoir plus. Et en effet, un Maïlis, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est tout à Grave. fait ça. Bah, Voilà au niveau. justement, ça a Oui. une bonne transition avec la slide suivante, justement la protection des mineurs. Et oui, la protection des mineurs, donc tout contenu susceptible de heurter la sensibilité des jeunes publics. Voilà, on peut prendre l'exemple de la télévision traditionnelle. On va pas mettre un petit bout de chou devant, je sais pas, un film d'horreur ou un film Squid érotique. Game, Eh bien, c'est la même chose pour vous, en c'est fait. clair. Et donc, utilisez tout ce qui est à votre disposition, soit par la plateforme, soit par d'autres secteurs, comme le gaming, hein, qui a mis en place la signalétique PEGI, avec les différents âges conseillés, mais aussi différentes petites pastilles. Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a des propos qui peuvent heurter? Est-ce qu'il y a de la drogue, du sexe? Enfin, voilà. De nouveau, le but n'est pas que le monde entier, au niveau des médias, devienne un monde de bisounours et que vous deviez vous restreindre dans ce que vous avez à dire. Mais il faut être transparent pour les utilisateurs, pour les enfants, mais aussi pour les parents. Il faut que les parents puissent savoir à quoi ils doivent faire attention pour accompagner leurs enfants, pour en parler, pour essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas choqués par les contenus que vous pourriez mettre en ligne. Et donc ça concerne non seulement des contenus sur leur totalité, je ne sais pas si vous faites des reviews de gaming, etc., mais aussi des séquences. Il peut y avoir des moments, si vous parlez de séries, si vous parlez de films, si vous parlez de musique, même si ce sont des petites séquences, prévenez. C'est un peu comme un principe en JT, par exemple. Les éditeurs, enfin les journalistes ont l'obligation de prévenir lorsqu'il y aura des propos choquants, des images choquantes, pour que soit les enfants puissent s'écarter, soit que les parents soient alertés et puissent voir le contenu avec leurs enfants pour en parler après. C'est la même chose, en fait. Soyez transparents, prévenez, pensez aux petits, quoi. Voilà. Bah, tu sais, j'ai un bon exemple, c'est Valentin Mhm. Vertet qui a presque, je crois 400-500 000 followers sur YouTube, Ouais. qui est un Belge et qui est plutôt dans l'édition de livres pour enfants. Enfin bref, et donc il avait développé sa chaîne Ouais. justement pour illustrer ce qu'il faisait. Mhm. Donc il fait plein d'expériences, tu vois, il a plutôt des Mhm. gens plutôt des mineurs qui suivent sa chaîne. Il avait été approché à un moment donné par des gens qui lui proposaient quand même des partenaires commerciaux qui lui proposaient pas mal d'argent pour faire notamment, tu sais, les fameux challenges. Alors, tu Oui. sais bien, le Ah challenge, oui. il y a quand même eu pas mal de dégâts, hein, avaler de la lessive, des trucs comme ça, enfin, c'est grand n'importe quoi. Et ben lui, il a dit non, moi, je préfère pas parce que je veux pas faire de challenge sur ma chaîne Mhm. parce que j'ai un public qui est trop fragile, c'est des jeunes et on ne sait jamais. Il peut faire n'importe quoi. Donc voilà, Ouais. donc on a une vraie responsabilité par rapport à tout ça. Ouais, absolument. Et ça peut paraître anodin, mais c'est comme voilà, ces challenges de jeu du foulard, etc. Il y a, je connais pas les chiffres en Belgique, mais en France, il y a des dizaines d'enfants qui meurent suite à ces challenges-là. Après, ça existait avant les réseaux sociaux, avant TikTok, avant les plateformes, etc. Mais ça prend une ampleur gigantesque. Et donc, en effet, hein, je reprends à la phrase de Maëlys, mais oui, ça peut avoir un impact gigantesque. Donc, il faut faire gaffe. Ouais, tout à fait. Faire attention. Troisième, le challenge de la feuille à 4. Ah oui, ça c'est par rapport à la maigreur, Maëlys. Ah, ça, je C'est sais une plus ce feuille que à c'est 4 qu'on ça. peut glisser entre les cuisses, c'est ça, me Ou c'est semble-t-il? le non, mais non, tu te rends compte? Une feuille à 4? Mon Dieu. Oh là là, elle Ouais, va il me nous semble raconter. Maëlys est en train de taper, quel suspense. Je pense que c'est en effet pour mettre en exergue la minceur, notamment des cuisses, hein, et Oh là qui là. peut pousser à une anorexie, enfin anorexie ou assimilée, je pense, hein. Ouais, mais tu vois, mais ça aussi avant, tu sais, moi j'ai une petite cousine qui est devenue anorexique quand elle avait 16 ans et parce qu'elle lisait Jeune et jolie, tu vois, 20 ans, Oui, enfin oui. à 20 ans, Jeune et jolie et c'était dans les années 90. Donc
dans les années 90, pardon, je parle belge. Donc du coup, c'était de tout temps. Avant, c'était la télé, c'était les magazines. Ouais. Maintenant, c'est ça. Donc, il faut quand même être vigilant. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit, Maëlys? Il fallait que la taille soit aussi fine que la largeur d'une feuille A4. Mince. Alors, j'ai une feuille A4. Cas de le dire, ouais. Voilà. Moi, il me faut un A, je sais pas combien, un A2, j'en sais rien. Mais bon, en effet, c'est très intéressant ce que tu dis, Julie, parce que on peut aussi voir les choses différemment. Et donc ça, en effet, c'est extrêmement inquiétant. Mais quand on parle de pluralisme, de pluralité, de lutte aussi contre les stéréotypes, etc., il y a quand même beaucoup de profils de youtubeurs, youtubeuses, influenceurs pour promouvoir d'autres formes au pluriel de beauté, de corps dans toute leur réalité, des femmes en termes d'âge aussi. Donc, je pense qu'on est aussi dans une époque formidable où cette prise de conscience ne peut pas ou n'aurait peut-être pas eu cette ampleur-là sans des personnes d'influence qui prennent le contre-pied et qui utilisent leur influence dans une perspective d'inclusion beaucoup plus forte. Et ça, c'est passionnant à observer et c'est des profils qu'il faut suivre et dont il faut s'inspirer, quoi. Alors, l'accessibilité des programmes, parlons-en. Il faut savoir qu'il y a entre 10 et 15% de la population qui est dans une situation de déficience sensorielle, sourds, muets, malentendants, aveugles, mais aussi des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française. Donc, il y a des choses qui doivent être mises en place pour l'accessibilité des programmes. Nous, au CSA, on y veille notamment pour les médias plus traditionnels. Il y a un nouveau règlement qui a été établi avec des obligations très très fortes, donc ils doivent mettre beaucoup de moyens pour qu'il y ait beaucoup plus de films, notamment de documentaires qui soient audio décrits, beaucoup plus de sous-titrage lors des JT et des émissions de flux, mais le contenu sur YouTube et autres plateformes peut et doit être rendu accessible aussi. Il y a de plus en plus de fonctionnalités systématiques. Alors, c'est pas encore totalement parfait, puisque ce sont des choses assez automatisées qui ont lieu, mais il faut aussi savoir que il y a pas mal de contenus qui sont consommés sans le son. Et donc, le fait de rendre ça accessible pour les personnes en déficience sensorielle sert aussi le public qui n'est pas en déficience sensorielle, mais qui consomme le contenu sans son. Donc là aussi, principe d'inclusion, on y va, on pense à l'ensemble de la population et pas uniquement aux non-déficients sensoriels. Mais en plus de ça, alors donc il y a une SBL belge qui s'appelle Any Surfer qui justement qui milite là-dessus. C'est vraiment très bien et qui donne tout un tas de recommandations. Et donc le fait d'être inclusif, ce n'est que bénéfice pour votre business parce que même en termes de référencement, tout votre contenu sera boosté. Donc, par exemple, je crée mon site internet, les images ne sont pas référençables, mais je vais insérer dans les balises alt de mon site internet, donc l'image, je vais mettre une description de ce que c'est. Et donc, le fait de faire ça, Google aime bien et va booster votre référencement. Alors, il y a Elise qui demande, et alors il y avait une autre question tout à l'heure, mais je reviendrai dessus. Elise qui demande, est-ce qu'il existe des programmes gratuits efficaces pour sous-titrer facilement en YouTube? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si tu l'as. Je sais que petit à petit, grâce à l'intelligence artificielle, tout ça, on est en train ça s'améliore. Oui, moi, il me semble que c'est une option qu'on peut cocher en tant que créateur de contenu, me semble-t-il. Tu vois, dans les paramètres YouTube. Mais hors YouTube, je ne sais pas si tu as des programmes. J'imagine que petit à petit, ça va émerger parce que effectivement, il y a de plus en plus. Généralement, dès qu'on crée des petites vidéos, et on l'a vu avec les petites vidéos Condini notamment, tout de suite, il y avait des sous-titres parce que on lit, il y a de la musique parfois qui nous embête, on préfère, ça n'a aucun intérêt, donc du coup, on préfère simplement lire. Donc voilà. Tout à fait, notamment sur Instagram vidéo aussi, où les sous-titres sont générés automatiquement. C'est important d'être inclusif de toute manière. De toute façon, c'est que bénéfique, c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, il y a Maëlys qui demande justement dans la même veine, est-ce que le CSA peut faire pression sur Twitch, par exemple, pour que ce genre d'outil d'accessibilité soit mis en place? C'est une bonne question. Oui, alors,
sans doute pas nous directement, puisque en fait nous ne sommes compétents que pour les plateformes qui sont de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et Twitch n'en fait pas partie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des principes qui sont importants non seulement dans les droits nationaux, mais aussi au niveau de la directive européenne. Donc c'est le pays régulateur de Twitch qui pourrait en effet faire pression pour que les fonctionnalités d'accessibilité soient totalement comprises dans le fonctionnement de Twitch, c'est certain, puisque ce sont des principes en fait globaux européens et pas seulement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, heureusement, quoi. Absolument. Alors, liberté d'expression. La liberté d'expression. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient avec plaisir, Elise. La liberté d'expression, mais c'est un principe absolument fondamental pour nous. Bon, désolée, il y a peut-être un petit bruit de fond de mon bébé qui pleure, mais il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de son papa. Désolée si ça crée des... Ah non, on n'entend rien. Enfin, en tout cas, moi, tant mieux, alors. Donc, tout le monde est bienvenu. Pardon ? Tout le monde est bienvenu. Ben voilà, super. La liberté d'expression, c'est un principe fondamental pour nous et pour la société. Liberté d'expression qui va de pair avec la liberté éditoriale et qui va aussi de pair avec la responsabilité éditoriale. À savoir, chaque fois que vous créez un contenu, que vous intégrez un contenu, vous êtes responsable de ce contenu. Je vous parlais de l'exemple d'Alain Simons tout à l'heure. Eh bien, voilà, la RTBF lui donne quelque part la possibilité de s'exprimer. Il s'est exprimé, il a eu des propos extrêmement violents à l'égard d'une communauté ethnique que sont les Gitans. C'est la RTBF qui est responsable à nos yeux, pour nous CSA, et c'est la RTBF qui a dû transmettre un message suite à la décision du Collège d'autorisation et de contrôle. Et Alain Simons a d'ailleurs été écarté à un moment de l'antenne le temps de cette histoire, entre guillemets. Mais voilà, en tant qu'influenceur, c'est la même chose. Vous avez une responsabilité par rapport à ce que vous créez comme contenu ou ce que vous intégrez. Il y a la responsabilité des plateformes, on en a parlé, et il y a la question extrêmement épineuse et difficile de la modération. La modération, elle intervient souvent, bien sûr, dans les box textuel à côté du contenu audiovisuel. Donc, stricto sensu, ce n'est pas forcément nous qui sommes compétents, mais on invite, bien sûr, et vous le savez, les créateurs de contenu à mettre une sorte de balise, à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter que ça ne dérape, que ce soit une modération par vous-même ou ça arrive souvent par d'autres influenceurs qui viennent en sorte de backup lorsqu'il y a des lives, etc., pour pouvoir gérer en même temps que le live des commentaires qui pourraient déraper, parce que vous êtes responsable de gérer cette communauté, de faire en sorte que ça ne dérape pas. Et de nouveau, c'est dans votre intérêt, quoi. Non seulement par rapport à vous, mais par rapport à des contenus qui pourraient être offensants par rapport à des communautés ou d'autres. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, important, à gérer au cas par cas, exigeant mais essentiel. On arrive à un point important, la lutte contre les stéréotypes et l'égalité homme-femme. C'est un principe dans notre décret, je vous en parlais tout à l'heure, et donc les programmes et les communications commerciales, donc les publicités, ne peuvent pas porter atteinte au respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est aussi simple que ça, et c'est nouveau dans notre décret. Avant, il y avait chaque fois l'obligation de la notion d'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Maintenant, c'est simplement contenant ou promouvant. Donc, voilà, sur cet aspect-là, on n'intervient pas globalement sur les contenus. Je vous disais que les éditeurs sont tout à fait libres de leur contenu, mais là-dessus, on peut agir en tant que régulateur s'il y a des plaintes ou que nous-mêmes, lors de nos monitoring, observons qu'il y a un déséquilibre, une incitation à la discrimination ou même une promotion ou une discrimination entre les sexes, mais pas seulement les sexes, l'identité de genre, la nationalité, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, l'état de santé ou l'origine sociale. Donc là, c'est un fondement démocratique qui nous tient extrêmement à cœur. Ce sont des décisions qui sont délicates à prendre au niveau juridique, mais le collège est extrêmement attentif à ça, parce qu'on sait ce que ça peut provoquer comme effet néfaste dans notre société, donc on est très vigilant à ça. On peut peut-être
passer à la slide suivante. Oui, tout à fait. Alors, on peut parler du cas extrêmement pertinent de l'humour, hein. C'est un cas particulier, c'est une exception quelque part. L'humour, en effet, permet de parler en tout cas de ces sujets-là. Et on peut tout à fait recourir au droit à la critique et c'est une intention totalement légitime de faire rire. Mais on va parler du cas Lidl. Ce sont des publicités, des spots pubs qui ont été diffusés par plusieurs médias en radio et en télé notamment, et qui jouaient sur ces stéréotypes. Et donc, Julie, je ne sais pas s'il y a moyen de nous faire écouter un spot. Alors, tu peux, est-ce que tu as le Oui, lien? sur le slide suivant, il y a des liens. Ok. Voilà. Mais non, alors je sais. Alors attends, je vais les prendre. Comment est-ce que je vais faire? Ouais, ils sont embed en fait, ils sont à l'intérieur du spot. Ouais. Et attends, je vais les récupérer. Tu bouges pas, hein. Je vais essayer de les trouver. Et donc voilà, c'est extrêmement intéressant comme exemple. Le GEP, donc le jury d'éthique publicitaire, justement, a considéré qu'il n'y avait pas de souci parce que c'était humoristique. Le collège d'autorisation et de contrôle, lui, n'a pas été de cet avis-là parce que vu la gravité entre guillemets de la répétition des stéréotypes et le côté extrêmement récurrent de l'image de la femme amoindrie par rapport à celle de l'homme, le collège n'a pas eu la même version, la même lecture que le jury d'éthique publicitaire, mais ce serait forcément intéressant de l'entendre. Alors, je suis en train d'ouvrir parce que j'avais éteint ma boîte mail. Enfin bref, c'est le bordel. Attends, hein, je te le mets. Au pire, de toute façon, je les mets aussi. Je peux les mettre dans le chat. Hein, ouais, tout à fait. Je vais les mettre dans le chat, comme ça, vous les avez. Et comme ça, on peut continuer. Et comme ça, vous pouvez les réécouter quand vous avez envie de rire ou de ne pas rire, en fait. Ouais. Exactement. Alors, je vais passer à la slide suivante et en même temps, je mets les liens dans le chat. Merci, Julie. Voilà, donc la décision du CAC, ça remonte à 2017, mais c'était la première fois que le collège d'autorisation et de contrôle se prononçait là-dessus. Le ton, le fait qu'on s'adresse directement au public, et vous, là, le nombre de stéréotypes dans chaque pub était hallucinant, enfin, est hallucinant. La fréquence aussi, il y avait 3 spots différents qui étaient diffusés tout au long de la journée, donc parfois près de 8 fois par jour. Et donc, en effet, qu'est-ce qu'on fait de l'humour? Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est de l'humour et que tout est permis? En fait, le collège a estimé qu'en effet, il s'inscrit dans un cadre commercial qui n'est pas strictement humoristique. On n'est pas dans un cadre d'un spectacle humoristique, par exemple, etc. Et que l'humour peut permettre de relever des défauts d'une société et d'en rire. Évidemment, ça c'est la liberté d'expression, mais qu'elle ne peut en revanche pas servir à perpétuer et renforcer les stéréotypes. Et donc, c'est une question d'équilibre ou de manque d'équilibre dans ce cas-ci. Et c'est pour ça que le collège a tranché et a notifié un grief par rapport à ces pubs. Alors, je ne sais pas, juste pour les médias, je ne sais pas comment ils ont été insérés. Au pire, je vous fais un mail à tout le monde. Hein. Oui. Je vous ferai le lien. Je vous enverrai le lien des deux. Je regarderai ça. Je vais y arriver. Je regarderai ça avec toi, Madeleine. Et puis, j'enverrai les liens. Ce sera plus simple parce que je n'arrive pas à les reprendre. Voilà. Voilà, on vous invite en tout cas à les écouter. C'est très court, hein, c'est très bref, mais vous allez voir, c'est condensé. Voilà, et donc juste vous signaler, là c'est écrit tout petit, mais de nouveau ça ira mieux avec la présentation lorsque vous la recevrez. Mais donc l'étude et recherche fait un super boulot. On a énormément de publications passionnantes sur la carte de la consommation des médias, notamment sur l'étude, les baromètres justement égalité homme-femme. Enfin, il y a énormément de travaux très très inspirants du CSA qui sont tout à fait disponibles sur notre site et qui sont aussi consultables à notre centre de documentation si, comme moi, vous préférez le bon vieux papier pour prendre des notes et pour lire des ouvrages passionnants, quoi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mail avec parce que là, c'est des fichiers audio, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les prendre, enfin bref, et je mettrai aussi cette slide, en fait. Je referai allez,
Je vais retaper ça parce que comme ça, vous aurez ça parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et d'ailleurs, je vois que comme c'est études, recherche, publication, il y avait une question justement tout à l'heure c'était qui, je crois que c'était Élise, qui demandait si au CSA, il y a des ouvrages en matière d'éducation aux médias dans Oui. le centre de documentation. Sûrement, sûrement. Alors, mon adresse mail, je vais la mettre dans la box. N'hésitez pas à m'envoyer un message à moi et moi, Ah je ben là, dis regarde, il est là. voilà. Comme Madeleine.cantard. ça, ouais, comme ça, vous pouvez directement la copier-coller peut-être. Il n'y a rien de plus simple, hein, c'est mon prénom, mon nom de famille. Je fais attention, je rajoute pas de Y à la fin, ouais. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message à moi et moi, je dispatche aux responsables du centre de doc. On a un moteur de recherche, etc., pour que vous puissiez trouver ce qui vous intéresse. Et on a une personne, une collègue qui s'appelle Geneviève Thierry, qui, en effet, s'occupe de tous les aspects d'éducation aux médias, des contacts que nous avons avec le CESEM, notamment, puisque c'est un axe extrêmement important qui tient aussi fort à cœur à notre ministre de tutelle, Madame Bénédicte Linard, et qu'on veut renforcer, chacun dans nos compétences, évidemment, CSA et CESEM, mais c'est un enjeu sociétal absolument majeur, quoi. Alors, parmi les questions qu'on a aussi, on avait une question sur Élise qui disait, j'ai une petite question en matière d'utilisation des GIFs ou des GIFs, Ah oui. dans la réalisation de vidéos. Est-ce légal d'en utiliser et à quoi faut-il faire attention en matière de droit d'image et qui sont les ayants droit d'un GIF? Excellente question. Ça, franchement, je ne suis pas en mesure de répondre. Moi, j'aurais tendance à dire que voilà, tout dépend de la durée de la séquence et c'est par définition des séquences très courtes. Mais voilà, vraiment en matière de droit d'auteur et de création de vidéos très courtes, là, il faut se tourner vers les responsables du droit de d'auteur. toute manière, c'est simple. Donc sur YouTube notamment, donc il y a il y a des robots qui scannent les vidéos, etc. Si ça dépasse, si c'est pas bon, de toute façon, ce sera coupé au montage. En gros, c'est un peu ça. Oui, il y aura vraisemblablement des clés, mais après, c'est quand même. Mais c'est une question passionnante et je la note pour notre prochain Meet You. Mais vraiment, l'objectif de notre Meet You, c'est d'aborder ces deux aspects. Moi, créateur de contenu, comment puis-je faire en sorte pour protéger mon contenu? Puisqu'on remarque aussi, et c'est très intéressant, que les télévisions, enfin les médias traditionnels utilisent souvent ce qu'il y a sur Internet sans forcément respecter les sources, etc., en se disant c'est sur Internet, donc on peut se servir, c'est un open shopping. Non, en fait, c'est des créations en tant que telles et il faut pouvoir protéger soi-même son contenu. Ça, ce sera le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est en tant que créateur de contenu, qu'est-ce que je peux faire? Quel contenu puis-je utiliser? Sous quelles conditions? Comment savoir vers qui me tourner? Quels sont les bons réflexes à avoir pour éviter qu'il y ait des claims? Parce que, bon, des claims, les choses sont en train d'évoluer, mais c'était un peu fait aussi de manière très... avec peu de finesse, où des vidéos entières sont démonétisées alors qu'il y a des petits soucis sur des petites séquences. Donc, voilà, il faut faire attention à ces fameux claims et aux fameuses démonétisations et parfois shadow ban, etc. Désolée, je ne peux pas répondre spécifiquement sur cette question. Mais si tu as la réponse, si tu as la réponse, je partagerai. Oui, mais je pense que ce serait passionnant de prévoir une session avec vraiment des sociétés de gestion collective de droit qui puissent répondre à ces questions spécifiques. Hein. C'est vraiment dans leurs attributions. Il y a Catherine qui demande, je viens de recevoir une demande de déclaration de Reprobel. Est-ce que ça n'a rien à voir avec l'audiovisuel? Je ne sais pas du tout de quoi elle parle. Reprobel, ça dit quelque chose? Reprobel, Belle Belgique, reproduire. Catherine, il faut que tu me dises ce que c'est. De toute façon, elle sera là demain, donc je lui demanderai. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi en stock? Parce qu'on avait eu quand même quelques questions. C'est par rapport au masterclass de demain. C'est donc vraiment pour les personnes qui ont été sélectionnées. J'avais mis le lien dans le chat pour les personnes qui veulent quand même encore s'inscrire, donc il n'y a pas de souci. Si vous loupez demain, c'est pas grave. Demain, l'idée, c'est vraiment de faire connaissance, de présenter vraiment le programme, de voir vos attentes. De toute façon, c'est jusque fin juin. De toute façon, nous, en masterclass, ce sera la semaine prochaine qu'on se verra. Donc,
Madeleine. Et là, en fait, on ira plus loin dans le détail. Et je te ferai part demain vraiment des profils qu'on a, et ça, ce sera intéressant. L'idée, encore une fois, avec les formations Girlic, c'est qu'on soit à votre service et à votre disposition pour que vous puissiez acquérir des compétences numériques et le but, c'est de trouver un emploi, faire une reconversion de carrière, développer sa carrière ou monter son business, quoi. Donc, le but, c'est... On est là pour ça. Tu sais qu'on est presque dans les temps. On a dépassé de 4 minutes. C'est génial. C'est trop bien. En tout cas, moi, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez regarder aussi le webinaire en replay. Il y a plein de gens qui le font aussi, qui le font après coup. Il y avait plus de 100 personnes inscrites, donc c'est quand même vraiment super chouette. Et puis, de toute manière, il faut savoir que jeudi... n'oubliez pas, il y a un nouveau webinaire et donc là, on rentre dans le vif du sujet avec l'équipe de streamers, Hilaria et Chloé. Et on commence avec la narration des vidéos pendant 1 heure, de 12h30 à 13h30. Voilà, c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à partager. Vous pouvez avoir, c'est sur girlic.tech/webinar. Il y a tous les webinaires qui sont en cours. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais mettre le lien dans le chat. Jeudi, la narration des vidéos. Madeleine, franchement, merci d'être venue. C'est tellement important. Je voulais te remercier, Julie, et vraiment féliciter chacune et chacun d'entre vous. Si vous êtes là, c'est que vous avez un projet, c'est que vous avez une envie, c'est que vous avez une passion, et c'est formidable, quoi. Donc, vraiment, je vous souhaite plein succès à chacune et à chacun, et vive Bruxelles aussi, hein. Mais Claire, alors donc, voilà, justement, très bonne transition. Alors donc, on remercie également la ville de Bruxelles et surtout la cellule Smart City qui nous a permis de mettre en place ce programme pendant 6 mois, hein, donc vraiment de former un maximum de personnes à ces compétences vidéo, podcast, streaming. Et c'est pour ça qu'on avait commencé aujourd'hui avec toi et le CSA. Pour moi, c'était vraiment important de mettre qu'est-ce qu'il faut savoir. Et donc, maintenant, on a toutes les informations, on sait où vous trouver. Et en plus, je sais que vous avez une très belle vue sur la colonne du Congrès. Royal. Ah oui, notre 5e étage est vraiment super. Vivement qu'on puisse refaire des lunchs et des apéros. Non, mais vraiment, c'est pas des paroles en l'air. N'hésitez pas à me contacter. Je suis évidemment une petite partie du CSA, mais je dispatcherai en fonction des questions et des demandes. Et n'hésitez pas à revenir vers nous quand vous aurez votre projet aussi. Nous, ça nous intéresse. On est des passionnés du secteur. Donc, si vous lancez votre chaîne, si vous lancez quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. On sera ravis de découvrir votre contenu aussi. Alors, Elisabeth, pour les webinars, donc voilà, tu as le lien. Sinon, je t'ai envoyé un mail la semaine passée. Donc, je vais te renvoyer, pour la masterclass de demain, je vais te renvoyer un petit message. Comme ça, tu l'as. Et Maëlys qui demande est-ce qu'il existe un organisme comme le nôtre en France. Oui, le CSA. Et la Belgique. Ah oui, alors le CSA qui est devenu l'ARCOM, puisqu'ils ont étendu leurs compétences. C'est Adopi et CSA qui se sont mariés quelque part. Et donc, on récupère notre nom. On est les seuls maintenant à s'appeler CSA. On ne doit plus faire la distinction entre CSA France et CSA Belgique. Bon, après, CSA France, ils doivent être plusieurs centaines, hein. Nous, on est tout de suite 27. Mais notre terrasse est super, vraiment, et notre centre de documentation aussi, et mes collègues également. Génial. Voilà. Bon, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, si jamais, à un moment donné, vous dites « Ah mince, plus tard, j'ai encore des questions, vous avez perdu le mail de Madeleine », vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Et alors, j'ai oublié de vous dire qu'on a un groupe Facebook qui est privé et donc sur lequel aussi, à un moment donné, vous pouvez poser toutes vos questions. Il faut que je le retrouve. Et si vous tapez Girlic et c'est un groupe vraiment. Alors attendez, je vais vous le retrouver. Et surtout, vous n'hésitez pas, vous demandez à le rejoindre. C'est vraiment un espace bienveillant. C'est un peu notre backup, quoi. Si jamais à un moment donné vous vous dites ah mince et tout, au niveau des compétences, j'ai suivi une formation, un webinar, mais je me souviens plus. Et vous avez des questions, vous pouvez poser votre question dessus. Si c'est pas nous qui répondons, c'est la communauté. Donc c'est ça qui est chouette. Alors voilà, hop, je vous le mets là. Et voilà. Bon, alors à très bientôt. Merci Madeleine. Journée. Merci à vous. À bientôt. Et à très bientôt.